un père célibataire en difficulté lui donna ses derniers 10 € à la station de métro, sans savoir qu'elle était une PDG millionnaire. Sous une pluie torrentielle à la station de métro Châtelet-Les Halles, Anne Bisset se tenait immobile, trempée jusqu'aux os. L'eau ruisselait de son blazer Chanel, goûtant sur ses escarpins en cuir. Ses cheveux blonds, d'ordinaire impeccables, collaient à son visage en mèches désordonnées. La tempête dehors reflétait le chaos dans son cœur. Son téléphone était déchargé, son assistante injoignable, et son portefeuille avait disparu, probablement volé entre un dîner d'affaires au Plaza Athénée et un taxi qu'il avait abandonné dans les rues humides de Paris. « On m'a volé mon portefeuille !» murmura Anne, luttant pour garder une voix ferme face au contrôleur du métro. « Il est perdu !» L'homme en uniforme fronça les sourcils. « Il faut un ticket. Pas d'exception. » Anne, PDG de Bisset Holdings, une des plus grandes firmes technologiques de France, ne suppliait jamais. Pas dans les conseils d'administration, pas dans sa vie. Mais ce soir-là, sous les néons froids de la station, trempée et vulnérable, elle se sentait minuscule. Elle s'écarta, fouillant son sac à main une énième fois. Un rouge à lèvres, des cartes de visite, un stylo, rien pour rentrer chez elle, dans son appartement du 7e arrondissement. « Papa, cette dame va bien ?» demanda une petite voix. Anne tourna la tête. Un homme se tenait à quelques pas, tenant la main d'une fillette de 5 ou 6 ans. Ses couettes brunes étaient humides, ses bottes éclaboussées. L'homme portait une veste usée et un jean élimé aux genoux. Il semblait épuisé, mais ses yeux restaient alertes. « Elle traverse juste une mauvaise soirée, ma puce, » répondit-il doucement à sa fille, avant de s'approcher. « Excusez-moi, » dit-il à voix basse, son accent parisien teinté de simplicité. « Vous allez bien ?» Anne redressa les épaules, reprenant sa posture de dirigeante. « Oui, ça va. J'ai perdu mon portefeuille et mon téléphone est mort. Ce n'est rien. » Il la fixa, peu convaincu. « Je ne peux pas acheter de ticket, » ajouta-t-elle, avant de se retenir. « Mais je vais me débrouiller. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait. « J'ai connu des soirs comme ça. » Il fouilla sa poche et en sortit un billet froissé de 10 €. « Tenez. » Anne cligna des yeux, surprise. « Non, je ne peux pas. »« C'est rien, » dit-il avec une fermeté calme. « Prenez-le. »« Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle, hésitante. Il regarda sa fille, qui observait avec curiosité, puis revint vers Anne. « Pas besoin de me rembourser, dit-il. Aidez juste quelqu'un d'autre un jour. » Le temps sembla s'arrêter. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, sans calcul ni attente. Sa vie était faite de contrats et de stratégies, mais cet homme, cet inconnu, offrait une gentillesse pure. Elle regarda la fillette, dont le sourire innocent transperça sa carapace. « Merci, » murmura Anne, la voix tremblante. Elle prit le billet, qui pesait lourd dans sa main. Le grondement d'un train approchait, les néons vacillaient. « Vous allez vous en sortir, » dit l'homme, guidant sa fille vers le quai. Anne les observa s'éloigner, sa main sur l'épaule de la petite, son sac à dos rose rebondissant sous la pluie. « Attendez !» lança-t-elle. Mais il ne se retourna pas, levant juste la main en adieu. Elle monta dans le métro, les regardant disparaître dans la foule, alors que les portes se fermaient. Pour la première fois depuis des années, Anne Bisset, milliardaire et PDG, sentit une chaleur naître dans sa poitrine. De la gratitude, non pour l'argent, mais pour ce rappel, la gentillesse n'est pas une transaction. Le lendemain, chez Bisset Holdings, près des Champs-Élysées, l'atmosphère était précise et professionnelle. Les fenêtres laissaient entrer la lumière sur les tables en verre de la salle de conférence. Les directeurs discutaient des bilans trimestriels. Anne, en tailleur bleu marine, cheveux relevés, était l'image de l'autorité. La femme tremblante de la veille avait disparu. Mais son regard dériva. Une échelle était dressée près du plafond, où un homme ajustait des câbles. Elle plissa les yeux, le cœur battant. C'était lui, l'homme de Châtelet. Celui qui lui avait donné ses 10 €, Jean Moreau. Dans son tailleur impeccable, elle était méconnaissable. Il ne la regarda pas, concentré, vêtu de sa veste usée. « Mademoiselle Bisset, » murmura Claire, son assistante. « L'agenda d'aujourd'hui ?»« Oui, » répondit Anne. « Mais d'abord, une faveur. Cet ouvrier, celui qui répare l'éclairage. Trouvez son nom. » Discrètement. Claire s'éclipsa. La réunion reprit, mais Anne pensait à lui. Plus tard, Claire lui tendit un dossier. Jean Moreau, 34 ans, électricien contractuel, vit à Belleville. Père célibataire. Une fille, Léa, 6 ans. Diplômé avec mention, abandon d'un programme d'ingénierie, frais impayés. Sa femme, Sophie, décédée après la naissance de Léa. 2 emplois,
maintenance et entrepôt. Anne s'adossa à son fauteuil, touchée. Elle le revit, lui tendant ce billet sous la pluie. Il ignorait qu'elle était une PDG milliardaire. Et pourtant, il l'avait aidée, sans ego, par pure humanité. Ses mots résonnaient. Aider quelqu'un d'autre un jour. Elle n'en avait pas fini avec lui. Les jours suivants, Anne chercha des moyens de croiser Jean. « Vérifiez la clim dans mon bureau », demanda-t-elle à Claire, feignant un problème. Une demi-heure plus tard, Jean arriva. Boîte à outils en main, une tache de poussière sur sa combinaison. « Problème de clim ?» demanda-t-il, prudent. « Elle fait des siennes », répondit-elle avec un sourire. « Ou c'est moi ?» Il inspecta les grilles, évitant son regard. « Vous réparez toujours les problèmes des autres ?» demanda-t-elle. Il esquissa un sourire. « Seulement quand ils les inventent. » D'autres demandes suivirent. Une chaise bloquée, une lampe vacillante. Jean se détendit, ses réponses plus longues, ses pauses plus naturelles. Ils n'évoquèrent jamais Châtelet, mais Anne posait des questions. « Votre fille s'appelle comment ?» demanda-t-elle un jour. « Léa, » répondit-il. 6 ans, curieuse comme une scientifique, énergique comme un écureuil. Elle a l'air incroyable. « C'est tout ce qui me reste, » dit-il, s'adoucissant. « Vous l'élevez seule ? Ma femme, Sophie, est morte quand Léa était bébé. Complications post-opératoires. Je suis désolé. » Il haussa les épaules. « La vie continue. J'ai travaillé. » Vous aimez ça, les réparations ? C'est pas aimer, c'est faire ce qu'il faut. Mais je voulais être ingénieur. J'ai étudié, puis la vie m'a rattrapé. Si vous aviez une chance, sans obstacle, vous reprendriez ? Il la fixa, et la pièce s'immobilisa. Oui, pour me prouver que je peux. Un jour, dans la cour de l'entreprise, Anne vit Jean assis sur l'herbe avec Léa, un livre d'images entre eux. « Lis lentement », murmurait-il. Le soleil dorait son visage, révélant une douceur inattendue. Quand Léa lut une phrase, elle se jeta à son cou. Anne, émue, se détourna. Elle avait côtoyé tant d'hommes ambitieux, mais Jean donnait tout sans rien attendre. De retour dans son bureau, elle comprit qu'il n'était plus juste un inconnu. Il était une force qu'elle ne pouvait ignorer. Dans la salle de pause, Jean sirotait un café, l'esprit ailleurs. « Elle reste longtemps, la PDG ?» demanda un concierge. « C'est elle, l'entreprise », répondit un autre. « Anne Bisset, milliardaire. Sa montre vaut plus que ma voiture. » Jean posa sa tasse brutalement. Anne Bisset. Tout s'éclairait. Son assurance, sa montre de luxe, la déférence des autres. Elle ne lui avait rien dit, même après ses confidences sur Léa, Sophie, ses rêves brisés. Était-il une anecdote pour elle ? Une douleur le traversa. Elle savait, et elle avait gardé le silence. Il sortit, l'air lui manquant. Il ne la vit pas ce jour-là, et une partie de lui en fut soulagée. Le lendemain, elle passa près de lui. « Salut Jean, 1 minute ?»« Occupé, » répondit-il, les yeux sur ses outils. « Oh, d'accord, » murmura-t-elle, blessée. Tout changea. Jean cessa de sourire, de s'attarder. Elle était une milliardaire avec des secrets, et il refusait de se laisser blesser à nouveau. Plus tard, elle le trouva dans un couloir. « Jean, quelque chose a changé. J'ai fait quelque chose. »« Tu n'as pas tout dit, » répondit-il sec. « Tu sais, ouais, je n'ai pas menti, » plaida-t-elle. « Tu m'as laissé croire qu'on était égaux. J'ai été idiot. »« Tu n'es pas idiot. Tu m'as donné tes 10 €. Tu aurais dû me le dire. J'avais peur que tu me vois autrement. Et moi, je ressens quoi maintenant ? Je suis désolée, murmura-t-elle. Il s'éloigna, et Anne resta figée, perdue. Dans un couloir de maintenance, Anne observa Jean travailler. Elle s'éclaircit la gorge. « Jean ?» Il s'arrêta, sans la regarder. « On s'est éloigné, dit-elle. C'est vrai. Tu m'évites, ça fait mal. Tu es PDG, milliardaire. Moi, un ouvrier. Tes 10 €, c'était de la pitié. »« Jamais, » répondit-elle, la voix brisée. « Je voulais aider un humain. »« Non !» Les larmes montaient. « Si je n'étais pas PDG, tu voudrais me parler ? » ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-il. Ce silence la brisa. « Je voulais te connaître, » dit-elle. « Je suis désolé. » Il se détourna. Elle partit, le cœur lourd, mais Jean la regarda s'éloigner, une fissure dans ses défenses. Une rumeur circula. Jean avait dénoncé Marc Dussault pour falsification de registre. Risqué, il risquait son poste. « Marc veut ta peau !» murmura un collègue. Jean serra les dents. Ce coup pouvait tout lui coûter. Anne, dans son bureau, lut un rapport RH, une plainte contre Jean, recommandant son licenciement. Elle agit immédiatement, ordonnant une suspension de toute action. Il ne saurait jamais que c'était elle. Une autre histoire parvint à Anne via Élise, la réceptionniste.
Jean a dépensé ses économies pour réparer le toit d'une vieille dame à Belleville, et il galère pour l'école de Léa. Ce soir-là, seule, Anne repensa à Châtelet, à ces mots « aider quelqu'un d'autre ». Jean était plus qu'un homme bon, il était exceptionnel, et ce qu'elle ressentait dépassait l'admiration. Un soir, Anne se présenta chez Jean, à Belleville, en jean et manteau. « Je ne veux pas discuter, dit-elle, lui tendant une enveloppe. Lis-la. » Il l'ouvrit plus tard. « Tu m'as donné 10 € quand je n'avais rien. Tu m'as dit d'aider quelqu'un d'autre. Maintenant, je te donne une vérité. Tu mérites l'amour et je te choisis. » Jean pleura, bouleversé, tandis que Léa jouait dehors. Des semaines plus tard, Jean termina son programme d'ingénierie, financé anonymement par une bourse de Bissett Holdings. Il réussit brillamment, affichant son diplôme pour Léa. Il n'est jamais trop tard. Au gala de la fondation Bisset, Anne, en robe noire, parla. Une nuit, à Châtelet, j'étais coincé. Un inconnu m'a donné ses 10 € et m'a dit d'aider quelqu'un d'autre. Ce soir, je rends quelque chose, car il a changé ma vie. Jean apparut avec Léa. Il monta sur scène. Je ne peux pas te rembourser, dit-elle, mais je t'offre mon cœur. Il l'enlaça. Je t'ai toujours choisi. La salle applaudit. 1 an plus tard, Jean ouvrit Moreau Mécanique, un atelier à Paris. Une commande de Bisset Holdings lança son affaire. Ce soir-là, dans leur appartement, Léa courut vers lui. « J'ai lu un livre. » Anne, en cuisine, sourit. « C'est officiel ? On est en affaires, » répondit-il l'embrassant. Sous un cerisier, Léa endormie contre Jean, Anne et lui se tenaient la main. « Tu penses à ce jour ? » murmura-t-elle. « Chaque fois que je te regarde. » Ils restèrent immobiles. Une famille unie. Si cette histoire vous a ému, un simple billet de 10 € peut changer une vie. L'amour commence parfois par un « Vous allez bien ?» et s'achève sur un banc, une famille réunie. Abonnez-vous à Histoire des amoureux pour plus de récits touchants. Cliquez et activez les notifications.